Maintenant que vous êtes tout installé, je vais pouvoir vous présenter, Karine Laposte, vous êtes maire de Nassiette, qui est un petit village qui est en Chalosse, et donc vous êtes élu depuis 2020, maire de ce village. Tristan Brizard, pardon, je passe Simon Tessou, je vous l'ai déjà présenté. Je pense on va éviter de se répéter. Donc Tristan Brizard, vous êtes architecte à Nantes et vous êtes surtout architecte conseil de l'État sur le département des Landes. Lessia Cosmina, vous êtes architecte urbaniste, vous êtes la cofondatrice du cabinet SLK et c'est vous qui avez réhabilité notamment Pina Dieta, et puis on voit autour pas mal de projets que vous avez réalisés sur le département. Et à vos côtés, Philippe Sartre, donc, que je ne vous présente pas non plus, mais qui nous accueille cet après-midi. Alors, je vais d'abord me tourner vers vous, Karine Laposte, puisque donc vous êtes, je l'ai dit, vous êtes maire de Nassiette depuis 2020. Et pour ce premier mandat, vous avez pris un beau sujet pour démarrer, puisque vous êtes attaqué en fait à la réhabilitation du centre-bourg avec peut-être un constat de départ, notamment autour du logement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre village et nous dire par où vous avez en fait démarré cette réflexion? Bonjour à tous. Donc rapidement pour présenter le village de Nassiette, c'est un village chalossé, à quelques kilomètres d'Amou, d'Agetmont et d'Orthès côté Pyrénées-Atlantiques, et à 40 kilomètres de Dax, de Mont-de-Marsan et de Pau. Donc assez bien desservi, un village rural tourné vers l'agriculture. Bien sûr, on a quelques artisans sur tous les corps de métier du bâtiment. On a aussi une entreprise de transport commun, de transport en commun, les voyages Touyaro qui sillonnent les routes du département et bien au-delà. Donc c'est un sujet aussi qui, enfin, un point qu'il faut prendre en compte en termes de circulation, puisque on a une vingtaine de bus qui circulent tous les jours dans le village. Un village dynamique avec un tissu associatif assez riche et une école. Alors effectivement, l'un des axes de notre mandat, c'était de développer le parc locatif, puisqu'on a un peu de patrimoine à la commune. On voulait donc, le souhait, c'est notre souhait de ramener un peu de population dans le centre-bourg. On a quelques logements vacants aussi, qui sont d'ordre privé. Et puis, donc on a un village qui est un bourg cru, comme vous pouvez le voir là sur la diapo. Donc, avec à l'est un lotissement en cours de commercialisation. Et puis ensuite, quand on avance, on a la salle des sports, qui est le lieu de vie le week-end, avec un grand parking assez banal. C'est une zone bitumée. Un peu plus loin, on retrouve la mairie, l'église et le foyer rural. Alors des espaces entretenus, mais entretenus dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Donc assez, on a minéralisé. Voilà. Et tout en bas à gauche, il y a l'école. Donc l'école à 500 mètres, qui est le lieu de vie en semaine, mais qui est assez éloigné des espaces sportifs. Voilà. Donc notre point de départ sur ce projet de développement du parc locatif, ça a été à l'école, puisqu'on a rénové le logement de l'école. Les travaux se terminent à l'instant. Et évidemment, ça va générer d'autres projets, puisqu'il faut repenser l'entrée de l'école, le stationnement des véhicules, le retournement de bus. Voilà, ça engendre donc toute une autre réflexion. On a eu l'opportunité d'acheter la propriété voisine. Et donc là, pour nous, c'était une évidence. On a acheté une parcelle. Donc là, on s'est dit, tiens, on va stationner les véhicules, le bus. Et puis finalement, on va bitumer. Il y a un grand hangar. On s'est dit, super, c'est génial. On va pouvoir créer un espace de jeu pour les enfants, parce que le préau actuel va servir de nouvelle entrée. Il y a une grande maison aussi qu'on peut réhabiliter, donc créer de nouveaux logements sociaux. Et la cerise sur le gâteau, on s'est dit, tiens, on pourrait créer un commerce. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais on a des moyens limités et surtout, on manque d'ingénierie.
Donc on s'est naturellement tourné assez facilement tourné vers le CAUE. Il y a eu aussi le dispositif Village d'avenir. Donc on s'est dit, tiens, on va candidater. Et si on peut bénéficier d'une ingénierie de projet, ça serait bien aussi, ça nous aiderait à programmer tout ça. Donc on a déposé notre candidature qui a été retenue. Les premières réunions ont eu lieu. Il y avait plusieurs partenaires autour de la table, les services de l'État, le CAUE, les services des départements aussi, puisqu'on est traversé par une route départementale. Et de fil en aiguille, eh bien, d'autres projets ont émergé. Et on a eu l'idée d'organiser une journée technique l'été dernier, à laquelle participaient donc tous ces partenaires, l'équipe municipale au complet, les employés communaux. Et là, ça nous a permis, je reprendrai une expression, de dézoomer, c'est-à-dire d'avoir une approche complètement globale de notre village, de tout le bourg, et non pas seulement de l'école, du site de l'école, parce que on a... Pardon, oui, on peut revenir. Oui. Merci. On a pu donc identifier des zones à traiter, 5 zones à traiter, avec des atouts, des contraintes, des problématiques vues par l'équipe municipale. Et le fait de bénéficier de l'appui technique, de l'expertise de tous ces partenaires, ce qui était des contraintes sont peut-être devenus des atouts, ce qui était des atouts sont devenus des contraintes. L'idée aujourd'hui, c'est de définir des thématiques, des actions, de programmer et de donner de réaliser ces projets avec une certaine cohérence paysagère, je dirais, dans le choix des couleurs, dans les choix des matériaux. Voilà. Et au lieu de réaliser un projet, puis un autre projet dans quelques années, encore un autre un peu plus tard, certes, il va falloir programmer pour des raisons budgétaires, mais toujours en ayant à l'esprit la globalité de nos réflexions et de nos projets. Voilà. Donc aujourd'hui, la priorité se porte sur le site de l'école parce qu'il y a un enjeu de sécurité quand même assez important en termes de flux de véhicules et de flux piétons. Voilà. En même temps, on mène une dynamique avec cette dynamique avec la population. On va y revenir après. D'accord. Voilà. Donc on peut peut-être regarder juste la 3e diapo. Voilà. Donc ça c'est tout le site de l'école avec le logement au numéro 1 et toute la propriété qu'on a achetée à droite et qui nous permettrait donc de réagencer, d'aménager, de sécuriser tout ce site. Voilà. Ça sera notre priorité pour 2025-2026. Alors, vous l'avez dit, c'est très intéressant parce que l'assiette est un bel exemple et qui amène beaucoup de sujets qu'on va dérouler pendant cette heure. Parmi ceux-là, vous l'avez dit, il y a une problématique en recréant du logement, en recréant finalement de la vie aussi dans le centre, dans le centre-bourg qui est traversé donc par une départementale, qui est un bourg-rue, se pose forcément la question de comment on gère et la circulation et les déplacements dans la commune. Et je crois que c'est le deuxième deuxième étape de... Oui, tout à fait. Ça sera le fait que le village soit longiligne. On a des problèmes de sécurité, de vitesse de véhicules. Donc il faut qu'on sécurise les piétons et puis qu'on crée du lien entre les différentes zones, que le piéton puisse circuler en toute sécurité. On a une grande place vraiment à l'état brut qu'il faut aménager aussi. Voilà, donc combiner toutes ces zones, créer du lien entre toutes ces zones et pouvoir effectivement sécuriser. Alors, on va revenir un petit peu en arrière et je vais me tourner vers vous, Philippe Sarthe, parce que cette problématique dont on a parlé finalement d'être traversée par un axe assez important, c'est celui que vous aviez
lorsque, pas en 2020, mais un petit peu plus tôt, vous êtes devenu maire de Garin. Peut-être déjà, ce premier point de départ, comment vous avez embrassé cette problématique-là lorsque vous êtes devenu maire, puis parler un petit peu aussi de l'évolution de Garin. Oui, effectivement, c'est bien avant ma collègue Karine qui nous explique ses premiers pas de maire et d'aménageur. Donc effectivement, moi c'est en 1995, donc 30 ans en arrière, donc j'ai pris le parti de parler surtout du centre-bourg, qui était assez emblématique, puisqu'on est, comme vous le connaissez, parce que vous connaissez les villages du département, ce village, c'est un village-rue avec un axe routier qui ne cesse pas de croître en capacité routière. Et donc, en 95, quand on démarre avec mon équipe municipale, c'est un peu l'obsession, quoi. C'est déjà l'obsession, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce centre-bourg. Deux choses, c'est que le constat tout de suite est très vite fait, il est cru même, je dirais, puisque à l'époque, une de mes premières notes publiques, c'est de qualifier mon village de village défiguré. Je peux vous dire que j'ai eu un franc succès en qualifiant mon village de village défiguré. Et au passage d'ailleurs de doubler les impôts locaux, puisqu'il n'y avait pratiquement pas d'impôts locaux. Voilà. Et donc j'ai démarré avec cet environnement qui était vraiment de se positionner sur une action forte, directe, sur la traversée du village. Alors la traversée du village, elle était assez simple, elle était toute routière, on va dire, toute routière. C'est une époque où l'aménagement de ces villages se faisait d'ailleurs avec carrément les services de l'État, puisque nous étions une route nationale et que les services de l'État, une dizaine d'années avant, s'étaient occupés d'aménager ce territoire comme ils s'occupaient de toute la France, on va dire, puisque dans ces années, effectivement, le maire posait une question et le financement de la traversée du village avait été fait par l'État et le syndicat local de communes qui était en place. Donc, une qualification, alors j'ai prévu de passer quelques images à la fin, mais on peut les passer, je ne sais pas comment vous avez prévu, on avait dit qu'on les passait à la fin, on peut les passer à la fin, et je peux raconter un peu l'histoire et passer les images à la fin, c'est comme vous voulez, voilà, pour illustrer le propos. Très rapidement, on se rend compte qu'on a besoin d'être aidé. Alors à l'époque, je dois vous avouer, je ne connaissais pas le CAUE. Mais depuis, je le connais, c'est rassurant. Donc, à l'époque, venant du monde de l'entreprise, je cherche tout simplement à avoir une relation directe avec un homme de l'art, donc un architecte. Et c'est les hasards de la vie qui me font rencontrer mon premier architecte. J'ai toujours eu beaucoup d'architectes complices dans toutes les actions qu'on a menées sur ce village et ailleurs. Et en l'occurrence, là, il s'appelle Marc Petitjean. C'est un architecte qui a une première carrière sur Rennes, en Bretagne, et qui est du Piémont pyrénéen et qui vient se réinstaller sur son territoire d'origine. Il revient au pays, comme plein de gens reviennent au pays. Et donc, l'avantage de ce garçon, c'est que déjà, quand il a des entreprises, il leur parle, à l'époque, il parle gascon. Donc ça change la donne avec les entrepreneurs du cru. Et surtout, il m'apprend à voir, et à nous, à toute l'équipe, parce que c'est plusieurs équipes municipales qui se sont succédées, à voir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est vraiment un architecte archéologue, je le qualifie souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il nous explique pourquoi tel bâtiment est ainsi, etc., etc. Et donc, on se met notamment à repérer un petit peu, à identifier tout ce qui fait patrimoine sur notre village. Après, de façon très factuelle, on définit une doctrine à laquelle on va se tenir pratiquement pendant 30 ans, pratiquement sans jamais en sortir. Premier point, effectivement, reconnaître ce qui fait patrimoine. Et ce n'est pas obligatoirement l'église romane qui est là, qui va prendre 3 ans à être restaurée, un programme de 3 ans, donc un lourd programme, mais c'est tout le reste. Alors tout le reste, vous verrez dans les petites images, c'est notamment, et je les ai revus dans les images de Simon Tessou, c'est par exemple, qu'est-ce qui faisait urbanisme dans un village de moins de 500 habitants? C'était les jardins, c'était les maisons, c'est ce qui entourait les jardins, etc., etc.
Donc, ah oui, alors si vous avez mis... Alors je vais commenter, parce que je préfère redémarrer au démarrage. On le fera après, sinon, parce qu'on va se mélanger tout là. Voilà. Donc, on s'en met une jolie. On peut la laisser, parce qu'effectivement, elle fait référence à une image que je ne connaissais pas, bien sûr, de Simon Tefson, qui est tout simplement que tous les jardins du coin étaient entourés de petites barrières en bois, tout simplement parce qu'il y avait une scierie et que le bois coûtait rien, grosso modo, pour faire simple. Donc on se servit à la scierie et on faisait tous les entourages de ces jardins. Vous verrez que ça a été un élément de déclinaison de notre mobilier urbain pendant 30 ans. Voilà. Donc ça, c'est un aspect important. Il faut savoir identifier ce qui fait patrimoine. Deuxième point, on a été radical, nous on a décidé de déminéraliser, c'est-à-dire moins de béton, moins de goudron, moins de béton, moins de goudron. C'est simple comme idée. Et quand vous êtes traversé dans le cœur du village par une route qui est grosso modo une 3 voies, ça parle. C'est-à-dire que forcément on va arriver à une solution assez radicale. Le troisième point d'ancrage, planter des arbres. Parce que paradoxalement, nous sommes dans une commune forestière, mais où il n'y avait plus un seul arbre dans le village. Il n'y avait plus d'arbres dans le village. Donc on a passé notre temps à replanter des arbres, y compris des arbres d'alignement qui avaient été dévastés 15-20 ans avant, au bord des routes, etc., et dans le cœur de village. Donc quand on exprime ces 3 points, on dit l'essentiel de ce qui est à dire sur Garin, et on s'y est tenu régulièrement depuis cette date. Donc avec des effets aussi, voilà, de réduction assez drastiques, on le voit aujourd'hui. Tristan Brizard, vous qui travaillez avec plusieurs communes, vous travaillez avec Nassiette, on y reviendra après justement, mais pas que. C'est une question qui est partagée, ça, sur le territoire. Et comment on fait pour fait village, finalement, comment on recrée aussi cette unité, cette village, quand on est comme ça traversé par un axe passant, et comment on peut faire comprendre finalement aux automobilistes que on n'est pas que sur une départementale quand on entre aussi dans des villages et que ces villages ils sont habités. Alors la question est, je ne sais pas si j'ai une réponse, il n'y a pas qu'une réponse, hein. Chaque cas est particulier, mais c'est globalement la question de se dire comment on passe de la route à la rue, quoi. C'est vraiment la question effectivement de faire sentir à l'automobiliste qui rentre en ville, elle est centrale, et ça peut se faire avec des petites choses, quoi. Un traitement paysager, un travail simple sur des bordures, une matérialité. Le fait de faire sentir par certaines perspectives et certains bâtiments qu'on arrive en ville, ça peut suffire. Encore une fois, chaque cas est particulier. Dans le cas de Nassiette, on a effectivement fait un workshop sur une journée. En fait, c'était assez intéressant parce que on a pu mettre autour de la table les différents intervenants, les différents concernés, notamment le conseil départemental. Il y avait le CIE, la sous-préfecture, les services de l'État, les habitants. Et on se rend compte que chacun a sa propre vision de là où commence le village, quoi. Et que le panneau d'entrée, positionné très très en amont, à 500 mètres près, chacun le met différemment à 500 mètres près. Donc la perception propre à chaque personne de l'entrée dans le bourg est très différente. Parce que, en réalité, dans le cas de Nassiette, on ne sent pas clairement qu'on arrive en cœur de bourg, quoi. C'est renforcé aussi, dans le cas présent, par... quand on arrive sur la droite, on a une très belle perspective sur le grand paysage, par cet nouveau lotissement qui est en fait assez récent, qui à la fois reprend le format de la maison individuelle isolée, presque un vocabulaire périurbain en quelque sorte, alors qu'on est vraiment en campagne. Donc quelque part, il crée un flou entre, alors qu'il est aux portes du bourg, en grève du cœur de bourg, il crée un flou entre la campagne et en tout cas la route et le village. Et donc, effectivement, ça commence aussi par la question de comment on traite l'architecture, les entrées de bourg. C'est très transversal, hein, cette question. Donc, il n'y a pas une réponse standard, pas une seule générique. Réponse. Il y a des choses qui s'adaptent à chaque village. Il y a un point, vous l'avez montré
tous les deux. Vous en êtes au début. Vous, Philippe Sartre, c'est déjà engagé depuis longtemps. Et on en avait parlé avec Tristan Brizard quand on avait préparé cet entretien. Et Simon Tessou, vous y tenez aussi. C'est l'idée finalement qu'il est essentiel de ne pas travailler par à-coups, mais d'avoir vraiment un plan guide. Vous en avez parlé aussi. Est-ce que c'est plus complexe de mettre ça en œuvre quand on est une petite commune, une petite collectivité, qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens, ou est-ce que c'est plus facile, au contraire, parce que le jeu d'acteurs est différent, et qu'est-ce que ça implique aussi en termes de moyens qu'on y consacre. Question ouverte, qui veut commencer? Je veux bien juste dire une chose, oui. Ça démarre, je pense, avant tout par une relation de confiance. Ça doit commencer comme ça. On a vu dans le cadre du dispositif PVD, donc dans les Landes et ailleurs, une série par commune de plans de référence qui ont été mis en œuvre. Et en réalité, moi, avec le recul, je m'aperçois que ces plans de référence, ils sont souvent un petit peu déconnectés. Alors, ils ont été appelés plans de référence ici, mais en réalité, on peut les considérer comme des plans guides. Mais si ce n'est qu'ils ont été, ils n'ont pas abouti à un diagnostic partagé des sujets. C'est-à-dire qu'ils ont été presque faits de manière externe au village, quoi. Et ils aboutissent souvent à des diagnostics qui sont pas forcément à l'échelle des moyens des communes et de la volonté des élus. Donc un plan guide, ça peut se faire, déjà c'est effectivement définir un périmètre, on n'est pas obligé de le déployer sur l'ensemble d'un territoire communal, mais ça peut se faire aussi petit à petit. Ce qui semble important, c'est d'abord dans un premier temps se poser la question de quel récit, et ça ça part d'abord de la maîtrise d'ouvrage, quel récit on veut donner à notre commune, sur quel caractère identitaire on veut s'appuyer. Qu'est-ce qui fait effectivement quels sont les éléments clés de voûte en quelque sorte qui tiennent l'identité d'une commune. Et ça peut se faire de manière assez simple, avec assez peu de choses, sans avoir recours à un document qui fait 300 pages et qui en fait de manière trop exhaustive décline toute une série de projets qui ne sont pas forcément à l'échelle de petites communes. Oui, alors je réagis parce qu'effectivement, pour voir passer quand même quelques documents sur quelques autres communes, il peut y avoir des plans de référence ou des plans guides, peu importe comment on les appelle, qui soient un peu décrochés de la réflexion locale. Ça, c'est catastrophique, parce que par définition, un plan guide ou un plan de référence, il faut qu'il soit bâti avec les élus et les particuliers, pratiquement. C'est voilà, en même temps. Voilà. Et j'aurais tendance à dire que tout fait plan guide, c'est-à-dire que les premiers temps que je travaillais avec un architecte libéral qui était avec qui j'ai copiné finalement, qui est devenu un ami, on avait déjà fait notre premier plan guide. Après, quand je travaillais avec le CAUE, j'ai refait des plans guides avec des approches sommaires mais très intéressantes. Quand on a travaillé pendant 3 ans sur un programme avec les architectes du patrimoine, avec Jean-Bernard Fèvre, avec Étienne Lavigne, etc., des références en matière de patrimoine, eux aussi nous ont apporté une contribution significative sur ce que devait être la perception de ce qu'était notre village réellement. Donc je pense que là-dessus, et le dernier, le vrai plan de référence qu'on a fait, puisqu'on en a fait un, pour terminer, il y a de ça 6 ou 7 ans, on l'a fait avec une agence qui s'appelle Samazouzou. J'avais une peur bleue de cet appel d'offres, de cette réponse, parce que c'est une très grosse agence franco-espagnole, bien connue. Je me suis dit, là, je suis bon pour la stagiaire de service. Ben non, j'ai eu le patron qui est venu travailler ici, et effectivement... Pablo Mossamiadego est venu travailler pour de bon avec les élus, avec la population. Donc non, il faut que ça soit fait comme ça, autrement ça ne sert à rien, c'est vrai, c'est un plan de référence, il faut que ça soit fait localement. Alors, fait avec la population, et c'est une question d'ailleurs que j'avais envie ensuite de poser à Simon Tessou, parce que j'y pensais lorsque vous avez fait votre présentation tout à l'heure. Mais déjà, Karine Laposte, vous, c'est ce que vous avez fait à Nassiette. Hein. Vous avez, parce qu'on ne peut pas faire de tels projets sans embarquer les habitants.
Comment comment vous les avez intégrés et comment finalement vous avez travaillé justement à cette vision d'ensemble sur le bourg? Alors, nous, un plan de référence à notre échelle, ça semblait compliqué. On a laissé ça un peu sur le côté pour le moment. Peut-être qu'on y reviendra. Et effectivement, on organise régulièrement des temps de partage avec la population. On appelle ça les cafés de la mairie. Donc, c'est à peu près tous les 2 mois et on tient au courant comme ça la population de nos projets. On les associe. On recueille leurs idées parce qu'ils sont très sensibles aussi à l'aménagement du village, au développement, à la redynamisation du village. Donc tous les 2 mois à peu près, on se retrouve et on partage nos projets. Et ça a donné lieu justement au plan d'action qu'on a projeté tout à l'heure, où on a dégagé des thématiques, 4 thématiques qui sont aussi les mêmes. Hein. C'est renaturer, développer, améliorer le cadre de vie, sécuriser. Et ensuite, on a décliné des actions. On part de l'existant, de ce qu'on voudrait améliorer, et chacun amène sa pierre à l'édifice. Simon Tessou, vous l'avez dit au début de votre conférence, vous avez parlé justement de tout ce qui a guidé, tout ce qui guide en tout cas vos interventions au Rouget. Comment, alors au-delà des élus, hein, est-ce que vous avez travaillé avec la population et comment? Je crois que vous n'avez pas trop parlé pendant votre intervention. C'est normal parce que en fait, on n'a pas vraiment travaillé avec les habitants. Parce que là, ça relève finalement du choix des élus. Alors comment comment les élus? Excusez-moi, c'est là où vous avez raison. En fait, au Rouget, il faut bien comprendre que le plan guide n'était pas une commande en fait. On l'a proposé aux élus en étant acteurs du territoire, agence d'architecture sur un territoire rural. On avait le sentiment qu'il était aussi de notre devoir en tant que citoyens, habitants aussi du territoire, d'essayer de stimuler une réflexion qui aille au-delà de la réponse à des sujets d'un jour qui apparaissent comme ça et qui nécessitent une réponse, quoi. Voilà, donc là, on a plutôt partagé en fait cette idée de plan guide avec les élus, mais c'est déjà beaucoup, hein, parce que en fait, les élus, ils ont un rôle extrêmement important dans les ruralités et puis ils représentent un pourcentage non négligeable du nombre d'habitants, surtout dans les communes avec peu d'habitants, quoi. Donc voilà, donc. En tout cas, je pense qu'il faut éviter aussi d'imaginer que les démarches participatives qu'on trouve dans les métropoles peuvent atterrir, peuvent être dupliquées en fait dans les territoires ruraux. C'est pas si simple. Voilà, il y a des effets d'échelle, il y a aussi, nous, on a essayé plein de choses, hein, et ça marche pas toujours, quoi. Parce qu'en fait, en général, vous voyez, quand vous êtes dans une métropole dynamique, vous avez aussi, par exemple, des associations des riverains qui défendent leurs intérêts, qui veulent. Voilà, c'est un peu le phénomène, vous savez, not in my backyard. Vous voyez, ils veulent pas que leur environnement habité soit transformé, donc ils sont très volontaires pour en fait on arrive à les impliquer très facilement en fait dans ces démarches participatives parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, etc. Dans les territoires ruraux, ça c'est différent parce qu'il n'y a pas de, en tout cas dans mes territoires ruraux, ceux dont je parle, il n'y a pas de pression foncière, il y a très peu de projets, il n'y a pas d'opérateurs, quoi. Il y a peut-être plus de liens directs aussi. En fait, si vous voulez, il n'y a pas un gros promoteur qui va venir faire un R+4 à côté de votre jardin. Voilà, c'est pas du tout pareil, quoi. On n'est pas dans des logiques aménagistes, quoi. C'est tous les projets d'espace public dont je parlais, vous voyez, c'est des projets qui dépendent de financement public, qui dépendent de subventions, hein, voilà. Très clairement. Il n'y a pas de capital chez nous, hein. Non, c'est pas les mêmes logiques, effectivement. Alors, je voudrais... Par contre, je veux bien dire quelque chose sur l'importance du plan guide. Ce qui est fondamental avec le plan guide, c'est que ça permet d'articuler les problématiques multiples. Vous voyez, parce qu'en fait, les problématiques, elles sont parfois contradictoires. Et du coup, il faut établir des arbitrages. Vous voyez, par exemple, la question de la sécurité. En fait, si on associe la question de la sécurité avec la nécessité de renaturer, vous voyez, je sais pas, il y a plein de... Et le plan guide, il est là justement pour en fait, avoir une vision systémique
établir les arbitrages et le bon dosage, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est fondamental, quoi. Voilà, de se poser la question, de dézoomer, et ensuite d'imaginer, voilà, peut-être identifier des situations très précises sur lesquelles on va faire des faisabilités. Et puis, une autre vertu à ça, c'est que du coup, la collectivité, elle se tient prête pour répondre à des appels à projets, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Moi, j'ai dirigé un établissement public, une école d'architecture. En fait, aujourd'hui, si vous voulez financer n'importe quelle action, faut se tenir prêt à un appel à projet, qui n'est pas toujours raccord avec votre projet d'établissement, par exemple. Mais en fait, il faut se tenir prêt. Donc, en faisant ce travail de plan guide, vous avez identifié un certain nombre de sujets dans des thématiques différentes qui vont pouvoir rentrer dans une opportunité de financement liée à un appel à projet. Donc, c'est fondamental, cette anticipation, quoi. Non, vous vouliez... pardon. Non, très bien. Alors, on a parlé de métropole. Je vais faire un parallèle sur les activités, sur les services, parce que le lien est un peu tiré par les cheveux. N'empêche, on est ici donc à Pignadetta, donc cette ancienne scierie qui accueille des bureaux partagés, un espace de coworking, en milieu rural. Les Cosmina, c'est vous qui avez aménagé cet espace. Vous y êtes installé aussi depuis un peu plus d'1 an. Vous étiez auparavant à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer ici et comment vous avez un petit peu imaginé ce projet ? Par rapport au choix, le choix c'est... Voilà, nous n'avons pas hésité très longtemps, puisque lorsque nous avons échangé avec Philippe Sartre sur cette vision de devenir, de futur de ce site, de la Syrie, et sur ces bâtiments magnifiques qui étaient certes, il fallait avoir de l'imagination et de l'ambition pour les imaginer. Donc Philippe il montrera tout à l'heure les quelques vues de ce que c'était à l'origine, mais indépendamment de ça, notre agence, nous croyons à toutes les potentialités et à la qualité incroyable qu'offre cet environnement et tous ces territoires dans les Landes qui certes bénéficient peut-être pas de tout le bouquet de services que nous pouvons trouver dans les villes un peu plus grandes, mais qui ont offrent énormément d'autres qualités et qui, au fond, nous avons pris pari de créer quelque chose de nouveau. Prendre un risque d'amener un nouveau service, un espace de coworking dans un endroit assez éloigné pour mailler un peu le territoire, mais pour aussi créer peut-être une centralité qui, avec le temps, va finir par attirer des personnes, des nouveaux, et créer un point d'échange, puisque nous avons ce territoire qui est très étendu, où nous avons très peu de possibilités d'échanger, de créer. Donc nous sommes, en tant que professionnels, les architectes, les paysagistes, les bureaux d'études, tous un peu dispersés sur le territoire. Notre souhait, c'était aussi de créer ce lieu pour créer un dynamisme et puis pour montrer qu'on peut avoir un lieu, nous considérons assez qualitatif, nous sommes très contents, même dans un milieu rural, on n'est pas obligé, comme tu avais dit à juste titre tout à l'heure, d'avoir une qualité de service, puisque notre ambition, c'était de créer un espace de coworking. On est en cours encore d'aménagement, au fond, d'avoir un espace pour les coworkers, pour avoir une salle de sport. On a créé des douches exprès, puisque juste à côté, il y a tous les terrains de communes, des terrains sportifs, tennis, tout ça, autre. Donc, nous sommes persuadés que dans un territoire comme ça, nous pouvons avoir une formidable qualité de vie et de travail, et de conjuguer les deux. Et donc d'avoir un lieu qui est à même finalement d'attirer, là on est des professionnels qui ne seraient pas forcément venus ici. C'est vrai que c'est pas le type d'activité auquel on s'attendait forcément en bourg rural. C'est intéressant parce que c'est une activité économique qui s'installe sur
les fondements et puis les ruines, entre guillemets, mais d'une autre activité économique qui a périclité. Est-ce que, Simon Tessou, vous en avez été le précurseur, Licia Kosmina, vous en êtes un exemple. Il y en a d'autres sur le territoire, des architectes, des urbanistes qui s'installent en milieu rural, qui inventent un peu de nouvelles façons de vivre et puis d'appréhender ces territoires. Est-ce qu'on est au début de quelque chose? Est-ce que quels sont un peu tous les atouts de ces territoires ruraux pour notamment pour des jeunes, vous Simon Tessou qui avez des jeunes professionnels à l'atelier du Rouget pour quelque part créer aussi de nouveaux imaginaires ou de nouvelles manières d'habiter, de travailler. Qui veut répondre en premier? Dans les écoles d'architecture, je pense qu'il y a un changement fondamental qui s'est opéré ces dernières années, c'est-à-dire que je pense que la plupart des étudiants, de nos étudiants dans les écoles d'architecture françaises, en fait, ont complètement changé de modèle, c'est-à-dire que leur rêve, c'est plus de devenir Jean Nouvel. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont cette volonté de pouvoir essayer de résoudre des problématiques très concrètes. Et je pense qu'ils ont conscience de l'importance que représentent en fait les campagnes comme espace de ressources et comme aussi espace de résilience que les métropoles n'ont pas forcément. Et je pense que les campagnes aujourd'hui, alors parfois c'est idéalisé, ça c'est sûr, mais redeviennent attractives pour ces raisons, parce qu'on est confronté à des crises écologiques sans précédent, qui font que on a aussi, ces jeunes, il faudrait peut-être les interroger, il y en a pas mal ici. On peut en parler mais après. Je pense qu'ils ont besoin de se raccorder, se confronter à des choses très concrètes, c'est-à-dire retrouver le rapport à la terre, retrouver le rapport à la nature, se poser aussi la question de la subsistance, se dire même peut-être j'habite ce territoire parce que je sais que s'il y a un gros problème à l'échelle planétaire, peut-être que là j'arriverai à survivre. Oui, juste ça. Après, moi, je voudrais rebondir sur les propos et surtout revenir sur la petite coupe que tu nous as montrée, où on identifie les choses pour les connaître. Et en fait, pour travailler avec ce territoire, pour travailler ici, nous nous installons ici pour être les acteurs locaux, pour accompagner les maîtres d'ouvrage, les privés, les publics dans la transformation du territoire. Et je pense que pour vraiment prendre soin de cet environnement qui a beaucoup de potentialités, mais qui est fragile, il faut connaître les choses. Et pour connaître les choses, il faut les côtoyer, il faut expérimenter. Il faut être dans cet environnement. Et je reviens par exemple par rapport à l'expérience des plans guides. Nous avons eu quelques expériences, mais quand nous avons travaillé sur les plans guides, nous avons passé énormément de temps dans les villages. Ne serait-ce que de se poser dans un endroit et d'observer les pratiques, le trafic, combien de personnes passent à pied, comment on fonctionne. Ça, c'est vraiment important et c'est aussi l'approche que nous menons dans le bâtiment. Quand nous renouvelons le bâtiment, il faut apprendre à connaître le bâtiment, recenser tous les points, tous les atouts, les matériaux, comment ça fonctionne, l'organisation, pourquoi c'était comme ça. Et comme avait dit Philippe aussi, quand il était accompagné au tout début par les architectes, ils montrent, ils expliquent pourquoi les choses sont là. Et il n'y a que comme ça que nous pouvons vraiment tirer le meilleur de ces territoires, tout en les transformant et adaptant aux besoins actuels. Et en redonnant, comme on le voit ici, aussi un nouveau souffle au patrimoine. Alors, je reprends l'exemple de Garin. Il y a donc cet espace qui est
quand même novateur. Il y a aussi d'autres éléments. On est dans le cadre du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Pas très loin, il y a l'association Graines de Forêt qui valorise. Il y a donc la forêt d'art contemporain avec ces sculptures, ces créations de land art qui sont installées. Donc il y a quand même aussi, et puis bon, il y a une boulangerie associative, si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même un certain nombre de dynamiques aussi qui se créent. C'est ça qui vient aussi redonner de l'attractivité à un village. Enfin, ce sont des ancrages importants. Oui, alors, c'est sûr, mais juste préciser que ce n'est pas que le cas de Garin. Hein, non, je disais, on est ici voilà, en tout cas. Je pense qu'il y a vraiment une revendication de modernité pour les gens qui habitent en zone rurale. Et d'abord parce que la mobilité la plus grande, c'est Internet et c'est les réseaux. Donc, on est plutôt bien logé ici. On est avec tout ce qu'il faut en matière de fibres, etc. Il y a bien des grandes agglomérations qui aujourd'hui sont pénalisées encore, alors que nous, ça marche très bien, etc. Donc, effectivement, il y a une vivacité sur des territoires ruraux comme les nôtres, avec une petite différence peut-être par rapport à votre territoire, c'est que en plus on a une forme de mobilité facilitée parce qu'on est un territoire de transfert, enfin de passage entre voilà, et que finalement, je pense que c'est eux qui devraient le dire. Pour un architecte, ça ne change rien d'être installé à Garin, quoi. Ils sont mieux installés que s'ils étaient à Mont-de-Marsan. Je ne veux pas faire de peine à mes chers collègues. Mais de fait, par rapport à la centralité même du département, bon voilà. Et puis voilà. Et puis il y a un autre atout majeur aussi en zone rurale, c'est que quelque part, on peut expérimenter plus facilement parce que le foncier vaut moins cher. Le foncier vaut beaucoup moins cher. Il faut quand même bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que nos territoires d'arrière-pays ont un gros avantage, c'est le faible prix encore du foncier par rapport aux zones de forte pression foncière. Donc il y a moyen de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire finalement ailleurs sur des zones plus urbaines. Ça veut dire que ça pourrait aussi être des territoires où on peut expérimenter de nouvelles manières d'habiter, par exemple. Ce qui est une vraie question, parce qu'à Nassiette, pour le coup, vous l'avez dit, vous étiez confronté, et vous n'êtes pas le seul village, à des besoins de logement, à des besoins de logement locatif qu'il n'y a pas. Il y a cette ressource qui est là dans les territoires, parce qu'en plus, vous pouvez avoir du foncier communal, vous pouvez avoir tout simplement du foncier pas très cher, sauf que ça ne suit pas forcément, c'est plus compliqué que ça. Oui, parce que y a beaucoup de propriétaires qui ont leur maison, quelques maisons vacantes, mais qui appartiennent à ces propriétaires-là. Donc, et les enfants sont partis pour les études, mais aujourd'hui, quand même, on a des signaux assez positifs, parce que ces jeunes qui sont partis à Toulouse, à Paris, à Bordeaux pour les études, ils commencent à revenir. Donc, on a quand même espoir qu'ils puissent qui se réinstallent au village. On a un peu de potentiel de terrain constructible. Après, des règles d'urbanisme contraignantes, certes, parce que parfois ils ont des terrains familiaux et que aujourd'hui ils ne peuvent pas les exploiter parce qu'ils ne sont pas dans des zones à urbaniser. Oui. Voilà, donc on a aussi cette contrainte-là. On espérerait que les règlements d'urbanisme évoluent un petit peu pour aider les communes rurales. Et face à des besoins de logement plus spécifiques, je pense par exemple à du logement plus accessible ou même à du logement social, parce qu'on en avait parlé un petit peu en amont de cette conférence, c'est aussi une problématique qu'on peut avoir sur les villages, là où on va plus retrouver ces logements mis soit de locatif social, soit d'accession sociale à la propriété, sur des zones plus tendues.
Oui. Alors nous, dans nos campagnes, je pense qu'on est assez tourné vers le logement conventionné. Le logement social, c'est vraiment des politiques portées par nos communes rurales. Oui. Mais directement. Directement. Ouais. Oui, alors effectivement, c'est le cas ici aussi depuis longtemps, et puis de ce territoire. Alors je l'expliquais quand on s'en était parlé, c'est tout simplement parce que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vrai que les opérateurs jusqu'à présent étaient omnibulés par les zones de pression, donc sur une zone ici ouest du département principalement, et avaient peur de venir monter des petits projets parce que c'est plus compliqué de monter un petit projet. Aujourd'hui, il faut bien se dire quand même qu'il y a une vraie pression ici en matière de logement locatif social ou d'accession sociale à la propriété. Il y a vraiment une vraie demande et que je pense que les opérateurs commencent à regarder avec un œil un peu plus intéressé parce que, comme je le disais tout à l'heure, le foncier coûte beaucoup moins cher. La pression sociale aussi, parce qu'on connaît le nombre de permis déposés sur les zones urbaines intenses et le nombre qui passent au tribunal. Donc ici, s'il y a un consensus avec l'équipe municipale, en règle générale, ça roule tout seul, quoi. Il suffit d'avoir le dialogue. Donc je pense que les communes rurales ont pris en compte ce sujet en direct, mais aujourd'hui, les opérateurs aussi commencent à être beaucoup plus disposés à venir sur nos territoires, ça c'est sûr. Et est-ce que ça peut être des opportunités, comme je le disais un petit peu avant, justement pour imaginer d'autres manières de concevoir? Parce que, vous l'avez dit un petit peu, il y a quand même cette contrainte du ZAN qui vient se poser, même sur des territoires où on a l'impression qu'on a beaucoup d'espace. Donc, est-ce que ça peut être l'occasion d'imaginer d'autres formes d'habitat que le pavillonnaire, en tout cas la maison entourée de son terrain de 800, 1200 mètres carrés. Je peux parler de l'exemple qui est ici autour, puisqu'en réalité, il y a 3 hectares ici autour de sites qui est reconverti. Il y aura à peu près 25 habitations à la fin. Il y a 2 macro-lots qui sont prévus pour faire de l'habitat social en accession à la propriété, parce qu'en réalité, on a un parc de locatif important sur la commune, déjà, communal. Donc là, on travaille plein pot sur un projet d'accession sociale, mais où on essaye de travailler une forme urbaine et qui soit un peu plus intelligente pour ne pas consommer, pour être thermiquement mieux faite, etc. Voire expérimenter, parce qu'on est quand même en pays de forêt, donc de bois et de filière bois, expérimenter notamment de la fabrication hors site, c'est-à-dire chez des industriels de la filière bois, l'habitat qu'on imagine avec les architectes avec qui on travaille sur ça. Donc des industriels bois locaux ? Alors c'est le sujet, bois locaux dans tous les cas, mais le problème c'est que contrairement à d'autres régions, on a très peu d'industriels qui sont passés à l'acte côté industriels ou PME ou entreprises, parce qu'il y a surtout des PME qui sont passés vraiment à l'acte de façon très productive et active dans une production d'un logement fabriqué en partie en atelier, en usine, ou en atelier tout simplement. Ils sont ailleurs, ils sont dans le Massif central, ils sont dans les Vosges, ils sont dans d'autres régions, mais ils ne sont pas très présents pour le moment ici. Ils démarrent. Ça pourrait être un autre débat que de l'avenir de la filière bois dans les Landes. Peut-être juste préciser qu'on en parlait hier, parce qu'on s'est rencontré avec monsieur le maire. Une des spécificités quand même ici, donc c'est des lots libres d'accession à la propriété. Et en fait, vous avez réalisé, et ça je pense que c'est vraiment un bel exemple, parce que on le voit assez peu, une forme de plan guide à l'échelle du nouveau quartier d'habitat, avec un architecte coordinateur, donc qui est à la fois à l'origine du plan guide, et qui va viser en réalité chaque permis de construire, afin de garantir en fait la cohérence, la bonne implantation des futures constructions, et avec un mixte aussi de l'habitat intermédiaire, de l'habitat individuel groupé. Enfin, on sort a priori, moi j'ai pas vu le projet, mais du modèle de la maison individuelle isolée, d'autant que sur une parcelle de 400 mètres carrés ça marche plus du tout. Il y a des vis-à-vis dans tous les sens. Et par ailleurs, la question de la limite aussi a été, des limites parcellaires
question qui se pose malgré tout dans la Haute-Lande, là où il y en a assez peu, en fait, traditionnellement dans le paysage. Les limites ont été anticipées par la commune, par des pré-plantations. Et ça peut être aussi souvent une belle solution, c'est-à-dire pour les... je préfère parler de quartier que de lotissement. D'ailleurs, le quartier, il a aussi une signification dans la Haute-Lande. Mais la question de traiter en amont, que les communes puissent gérer les limites afin de garantir une cohérence, ça me semble aussi être une bonne idée. Si je peux compléter, effectivement, nous on est dans le contre-exemple, on a un lotissement qui est en cours de construction et avec des maisons de tout type d'architecture, toute forme, toute orientation. Et effectivement, le plan local d'urbanisme qui va bientôt aboutir, je regarde mon collègue Alex, voilà, il faut vraiment qu'on cadre tout ça pour retrouver l'architecture et la beauté de nos petits villages. Juste 2 mots. Moi, je pense que voilà, les règlements d'urbanisme, c'est un outil qui est formidable, certes, mais je pense qu'il a vraiment ses limites. On avait vu avec quelques exemples, à force de voir tout réglementer à un instant T, on ne peut pas avoir la vérité de ce qui va se passer dans 5 ans sur les technologies, sur les habitudes, et je trouve qu'il y a une certaine rigidité. Tandis que voilà, dans cette démarche, par exemple, par rapport aux nouvelles constructions, et qu'on travaille avec un architecte conseil qui va superviser l'ensemble et qui va accompagner aujourd'hui la personne, les particuliers dans cette construction, en essayant de proposer les matériaux, en essayant de mettre en place la démarche qui s'intègre dans le paysage vraiment proche. Ça, je trouve que c'est une méthodologie, une approche qui est très intéressante, et peut-être pourquoi pas avoir nos règlements d'urbanisme un peu plus allégés et au contraire souhaiter, au-delà de conseiller un accompagnement par des professionnels en lien avec les élus pour qu'au moment de la construction, ça soit pertinent et qu'on arrête de batailler à chaque fois et que ça puisse aller plus vite. Parce que c'est ça aussi, c'est la lenteur entre toutes ces démarche, c'est un peu parce que nous avons énormément d'acteurs, les bâtiments de France, les assistants sans maître d'ouvrage qui sont spécialisés vraiment, qui ont les visions des territoires. Donc pourquoi pas les associer à chaque projet et avoir quelque chose de plus pertinent qu'un règlement un peu trop général et qui en même temps veut aller souvent vraiment trop dans les détails et imposer trop de choses. Alors, juste 2 remarques, pardon. C'est juste pour souscrire entièrement à ce que tu viens de dire, ce qui paraît complètement fondamental, c'est qu'on a remplacé en fait la ressource humaine par du règlement, à coup de centaines et de milliers de pages, pour essayer d'identifier chaque cas de figure et le mettre sur papier. Et à la fin, ça devient une espèce de truc qui est ingérable, où évidemment le cas de figure qui apparaît ne rentre pas en fait dans le règlement, et ça empêche. Alors ça empêche peut-être le pire, mais ça empêche aussi le meilleur. C'est ça le gros problème des règlements. Il y a des pays, vous allez dans le Vorarlberg en Autriche, en fait souvent les règlements d'urbanisme c'est 8 pages. Par contre, vous avez des commissions qui se réunissent tous les 15 jours, tous les mois, et qui examinent les permis, et c'est tellement plus intelligent. Alors, ça rebondit en plus sur les 2 propos en suivant. L'architecte conseil ici pour les pétitionnaires, ceux qui veulent acheter des terrains, c'est de l'accompagnement. C'est pas prescriptif, c'est de l'accompagnement. C'est un temps dédié à leur projet. Et 2, pour avoir suivi de près un document d'urbanisme qui vient de sortir et qui est celui de la communauté de communes de 26 communes ici, on a essayé d'être dans un entre-deux qui vise à avoir, c'est pas simple, à avoir vraiment une zone médiane réglementaire et une clause de sauvegarde qu'on a échafaudée et qui peut intéresser pas mal d'urbanistes. C'est que, en gros, les dossiers qui sortent de la règle peuvent passer en commission ad hoc. Donc on a créé une commission en gros de projets exceptionnels. Une commission qui est formatée,
et qui permet donc de déroger à la règle, puisque par définition, tel permis, si on l'applique à la règle, il n'est pas compatible avec la règle. Voilà. Donc ça, on démarre, on va expérimenter le dispositif pour les 26 communes du cœur de la Haute-Lande, mais c'est vraiment une sauvegarde qui me paraît importante et à laquelle on a tenu pour justement ne pas brider complètement le travail des architectes, entre autres. Donc bien sûr, il faut arriver avec un dossier qui soit construit, un dossier argumenté d'architecte ou d'un maître d'œuvre digne d'intérêt. Voilà. Alors sur des critères soit d'architecture, d'environnement, etc., tout élément qui peut paraître très intéressant et pourtant incompatible avec la règle d'usage banale. Ça, c'est si vous venez sur le site, vous verrez, vous trouverez cette clause dans le PLUI de notre territoire. Merci. On a encore quelques minutes pour prendre des questions, des remarques, si vous en avez. Vous êtes très timide cet après-midi. On a abordé pas mal de choses, mais... Ah. Qui démarre. Ça marche. Gabriel Chéroux, architecte conseiller au CAE de Mont-de-Marsan. Moi j'ai une question pour M. Tessou. Par rapport à la dimension citoyenne et d'amener le plan guide, de proposer le plan guide du coup à la collectivité, ma question c'est quel a été le cheminement? C'est de proposer de faire un plan guide ou de proposer un plan guide qui était déjà réalisé? En fait, on est allé avec un document qui était une amorce d'un plan guide. Voilà. Et en réalité, même ce qui a précédé, c'est qu'on a produit des documents visant à décrypter le territoire, que je ne vais pas présenter là, parce que ça aurait été trop long. Mais en fait, on a fait une série de cartographies pour montrer comment finalement le territoire s'était construit de 1850 à aujourd'hui, en montrant en fait différentes étapes comme ça, pour montrer comment l'urbanisation s'était faite, comment les milieux naturels et agricoles se sont de manière concomitante petit à petit dégradés, et montrer comment finalement tout un fragment de ce territoire en fait contenait les germes d'une mutation possible, d'une régénération, sans consommer de nouveaux sols. Considérant que, par chance, la commune sur laquelle je suis installé a beaucoup de foncier. Donc c'est une opportunité qui permet d'imaginer beaucoup de choses. Donc on a commencé par ça, en fait, plutôt des cartographies, plutôt de diagnostic, en fait, parce qu'à un moment donné, c'est important de connaître l'objet de sa réflexion. Et en même temps, en parallèle, on a très rapidement rentré dans des questions de projet, quoi, de récit, j'appelle ça un récit, voilà, une sorte d'histoire qu'on pourrait partager, parce que je ne crois pas non plus à une sorte de dichotomie entre diagnostic et projet, parce que c'est aussi important d'avancer de manière concomitante avec le projet pour nourrir le diagnostic, parce que sinon on pourrait faire une thèse sur le territoire, ça pourrait prendre 7 ans, et ça n'a aucune espèce d'importance finalement. Donc il faut arriver à orienter aussi le diagnostic en fonction du projet vers lequel, enfin de l'avenir, la dimension prospective vers laquelle on veut tendre. Donc on est venu avec ces différentes cartes. Et la première carte, elle montrait voilà, des potentiels de mutation. C'était des hypothèses en fait. Voilà, en fait, c'était juste pour en fait, amorcer une discussion et ça intéressait les élus. Et aujourd'hui, en fait, on met à jour le plan guide gratuitement. On le fait comme ça. Donc sur notre voilà, outil informatique, on met à jour en fait les pièces qui sont transformées petit à petit. Et on a même construit une grande maquette de 6 mètres carrés à l'échelle du 500e qui n'a pas été encore montrée aux élus mais qu'on a construit pour une exposition à Paris et à laquelle la collectivité a participé et qui va devenir un outil supplémentaire d'échange sur la co-construction de ce plan guide. Donc sur cette maquette, c'est un outil exceptionnel, la maquette, parce que en fait, on est capable de regarder le même objet tous ensemble autour d'une table
alors qu'un dessin ou un truc sur un écran, c'est plus une logique individuelle. Et surtout, on peut commencer à déplacer des choses sur la maquette. On peut aussi comprendre le territoire parce qu'il est représenté dans toute sa complexité, la topographie, le végétal, les objets construits, les infrastructures de mobilité, les équipements, etc. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Raphaël Santamaria, architecte, je fais partie d'un atelier qui s'appelle Atelier Provisoire à Bordeaux. Et j'avais une question pour Simon Tessou, mais j'espère qu'elle n'est pas que juste ma curiosité à moi. Je voudrais revenir sur un aspect qui est très clair dans le travail que vous nous montrez, c'est qu'il y a beaucoup de finesse et beaucoup de qualité, et j'allais jusqu'à un mot qui peut faire peur, de quelque chose de savant. C'est-à-dire que vous nous montrez des choses, on voit qu'il y a de la vraie architecture qui peut être très éloignée, mettons, de la connaissance que n'importe qui peut avoir de l'objet architectural. Je le dis de façon un peu générale. Donc, j'aimerais, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus, et est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus qui fait un lien avec autre chose qui saute un peu à la figure, c'est la qualité des documents que vous montrez, la qualité des photos qu'on voit, et la qualité de ces objets qui défilent sur cet écran. Je vais dire par là qu'on est de plus en plus habitué à ces écrans et de plus en plus habitué à n'importe quelle image, n'importe quel dessin, n'importe quelle photo. Sur la deuxième partie, je suis un peu embêté. Sur la première, en fait, l'architecture a cette particularité d'être aussi d'avoir une dimension culturelle. Et ça, c'est fondamental. Et malheureusement, sauf si toi, tu as trouvé la recette, mais moi, je ne l'ai pas trouvée. En fait, je n'en parle jamais aux élus, je n'en parle très peu à mes maîtres d'ouvrage. Je considère que c'est mon affaire personnelle. Mais je prends un soin extrême à dessiner les choses, mais en même temps hiérarchisant, c'est-à-dire que parfois, c'est pas tellement la question de la forme qui est importante, c'est plutôt, on va dire, l'impact que ça va avoir sur les usages. Et à d'autres moments, je vais tout dessiner extrêmement précisément parce que l'architecture est un objet culturel et que cette dimension-là, en fait, si on la perd, eh bien, c'est comme si on mangeait tous McDonald's au lieu de manger dans un bon restaurant. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai envie de dire. Ou qu'on écoute de la merde à la radio plutôt que d'écouter un truc un peu qui nous élève, quoi. Voilà. L'architecture, c'est pareil, quoi. Enfin, donc c'est tellement important, cette dimension culturelle, cette dimension savante, cette dimension historique, comment on s'inscrit dans une histoire de l'architecture. Comment aussi, finalement, ce qu'on peut voir lors de voyages nous nourrit au quotidien. Moi, je parle beaucoup de relations au territoire, mais l'architecture que je produis, elle est hybride. Et heureusement. Sinon, on devient une espèce de localiste, voire un trumpiste. Voilà. Sur la question des images, je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. La question de la représentation, pourtant, elle est fondamentale. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la question de la représentation est fondamentale. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit si on ne rajoute pas derrière ce que tu viens d'expliquer très bien, qu'il y a une énorme exigence, parce que dans l'architecture, en tant qu'objet culturel au sens large, donc il véhicule énormément de signification et d'exigence. Et nous, on prétend, et je prétends voir dans ton travail, et donc ce que tu nous montres doit nous renseigner là-dessus, et nous on le dit tout le temps, il y a un lien direct entre la façon de faire projet, la façon de le représenter, en manipulant n'importe quelle image, et l'architecture qui arrive au bout. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que l'architecture qu'on voit au bout, que tu nous montres dans un village, etc., comme par hasard, elle a été nourrie, ne serait-ce que pendant 30 minutes, avec un écran, d'images de la même exigence,
des cadrages de la même exigence, etc., etc. Et je voulais juste attirer un peu l'attention là-dessus, parce que toutes les démarches dont on parle, qu'on comprend très bien, qui sont parfaitement situées, parfaitement contextualisées, avec les gens qui travaillent sur le territoire, etc., 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 eh bien, même à l'intérieur de ces endroits-là, tu as donné la réponse, on doit arriver aussi avec une forme d'exigence dans la représentation et la façon de formaliser les questions et de les faire passer par ces objets intermédiaires avant l'arrivée de l'objet final qui sera nourri par ça. Mais ils sont liés, on ne peut pas les délier. Ouais, complètement. Enfin, notre métier, c'est quand même la mise en forme. Et après, moi, je serais curieux du coup d'entendre Monsieur le maire, parce qu'il avait l'air d'abonder dans cette petite remarque, et comme j'ai cru comprendre en l'écoutant sur l'histoire qu'il vit, et qu'il vit depuis quelques années, qu'il y a une espèce de contact permanent avec les architectes, et j'imagine une sorte d'évolution et d'apprentissage permanent, je pense qu'il y a un lien aussi avec cette question. C'est parfait. Non, mais oui, je rebondis à cette remarque parce que, et croyez bien que je suis quand même représentatif de la plupart des élus. On est très sensible en réalité à la représentation graphique. Tous. Le problème, c'est qu'il y a un manque de culture sur le sujet qui est devenu catastrophique. Alors, je peux vous dire que quand on s'appelle service instructeur de permis de construire, c'est la bérésina. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut voir comme représentation graphique. Ça, c'est le pompon du pompon. Mais pour revenir aux architectes, c'est vrai que tous les architectes avec lesquels on a travaillé de façon fine, avec beaucoup d'intensité, étaient tous des architectes très attentifs à la mise en forme. Et c'est vrai que de temps en temps, je vois passer des projets d'architectes qui, pour moi, ne sont pas dignes de la nomenclature architecte. Voilà. Parce que, par souci de rapidité, par souci de je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, j'ai en tête des architectes dessinateurs de dessins exceptionnels, enfin vraiment des artistes. Mais j'ai aussi des jeunes générations d'architectes en 3D, et ici c'est le cas, parce que bon, il y a Charles-Henri aussi qui est par là. Ce sont des gens qui sont au détail, vraiment, et qui permettent de s'imaginer réellement ce qui va se passer. Le drame du drame, c'est quand quelqu'un est devant un plan où il ne comprend rien, dans une représentation graphique à laquelle on ne comprend rien, et quand on est face à l'objet réalisé, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu, c'est pas du tout ça. Non, c'est tout simplement que la représentation graphique n'a pas été bonne à l'origine. Et c'est vrai qu'on y est quand même un petit peu confronté. Malheureusement. Tristan Brizard. Oui, juste pour... Le dessin, il a à la fois la fonction de communiquer et de représenter pour les autres, mais c'est aussi une manière de concevoir. C'est-à-dire que on pense bien quelque chose quand on le dessine bien. Et j'en viens aussi à la question du relevé, c'est-à-dire toute la question de la restructuration et de la rénovation. L'importance de mettre en place des relevés exigeants. Et le temps à y passer, c'est essentiel. Et en même temps, bien dessiner, c'est à la fin bien construire, quoi. Donc le dessin, il répond à différentes situations. Il n'est pas là que pour représenter, et il est là aussi pour réfléchir, quoi. Enfin, en tout cas, pour un certain nombre d'architectes. Merci. Une autre question ? Alors, moi, j'aimerais apporter le témoignage ou le point de vue d'un petit maire de village qui essaye de redynamiser son village. Moi aussi, je suis lauréat de Village d'Avenir, donc qui permet d'apporter un peu d'ingénierie à la portée des élus. Moi, ma grande difficulté, c'est de remettre dans l'esprit des habitants de ma commune l'idée que dans leur village, on peut créer des choses, il peut se passer des choses qui vont chercher des fois à 20 km ou à 30 km sur des idées ou des projets ou des lieux qui leur plaisent, et ils ne se rendent pas compte que chez eux, si ça germe dans leur tête, on a la capacité de le créer et de le mettre en avant.
alors ça va peut-être être confus mon propos, mais tout est lié finalement. Et donc déjà, ça c'est une difficulté quand on se projette dans la revitalisation de son village. C'est une difficulté parce que on peut en tant qu'élu avoir des idées en tête, mais effectivement faire des projets pour avoir des coquilles vides, ça ne sert à rien. Il faut que ces projets-là ils rencontrent les besoins d'une population et que la population s'en saisisse pour que ces projets vivent et prospèrent et progressent dans le temps. Et donc c'est vrai qu'il est difficile pour nous. Alors ici c'est un bel exemple quand on a la possibilité de rencontrer des gens, et c'est vrai qu'il faut être curieux pour ça. Et c'est pas en restant chez soi non plus qu'on peut l'obtenir. C'est la difficulté des petites communes à pouvoir avoir à proximité des gens qui vous accompagnent dans ces sujets-là. Et effectivement, nous, on est dans un projet aussi de mise en place d'un PLUI qui va aboutir bientôt. Et mon grand regret, c'est qu'au final, après 4 ou 5 années de travail sur un PLUI, on va aboutir à distribuer des terrains à bâtir aux communes qui sont dans la communauté de communes. Et très peu de temps va être consacré à savoir quel mode d'habitat on va construire sur ces terrains-là finalement. Et c'est ça un peu qui est dommage. Alors je ne sais pas, voilà, c'est très enrichissant d'avoir ce genre d'échange, parce que, mais comment arriver à faire se rencontrer ceux qui peuvent justement nous donner une autre façon d'aborder les sujets et d'arriver à faire aboutir des projets qui ont du sens, parce que finalement, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est redonner du sens à ce qui se passe dans nos communes. Vous voulez réagir à ce témoignage de maire? Non, mais c'est un témoignage très intéressant auquel je ne sais pas si je vais pouvoir répondre de manière concrète. Mais comme mon collègue, je suis architecte conseil de l'État dans un département très rural qui est la Lozère. Et vous voyez, par exemple, hier, je prends des exemples peut-être pour répondre à vos interrogations ou à votre commentaire. Mais on a visité 3 sites, vous voyez, d'un territoire qui est en train de refaire son PLUI, parce qu'il y a d'autres communes qui sont venues se greffer à cette commune qui s'est élargie, voilà, donc qui nécessite un nouveau PLUI. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, la DDT nous a fait venir, donc architecte conseil de l'État et paysagiste conseil de l'État, pour venir très en amont des projets. Et pour faire prendre conscience aux acteurs de ce territoire que parfois on a une idée en tête, un programme, et qu'on essaie de le rentrer au chausse-pied sur un site, alors qu'on ne part pas du site pour construire le programme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, vous voyez, par exemple, il y avait une butte là, absolument magnifique, une butte voilà, avec un château qui a été démoli au 19e, remplacé par une école privée de garçons au 19e siècle, un magnifique site qui surplombe un village. Et là, il y a un projet, par exemple, pour faire transformer ce lieu avec 280 couchages, avec 20 habitats légers de loisirs, tout ça sur un site hyper en pente, alors qu'il y a du patrimoine 20e que personne ne regarde et que dans l'esprit de tout le monde, on va tout démolir. Et puis on va installer des HLL, fabriquer des plateformes dans un terrain en pente, alors qu'il y a des petits murets vernaculaires magnifiques, construits sur des millénaires, avec une strate arborée magnifique. Et vous voyez, il y a une sorte de hiatus total entre un site et un programme qu'on va essayer à tout prix installer là,
parce que l'opérateur vous raconte que c'est le seul moyen d'avoir un modèle économique, de trouver une rentabilité à ce projet. Alors que par ailleurs, dans un périmètre de 15 km, vous avez peut-être 10 villages d'habitat léger de loisirs. Alors que dans l'immeuble 20e qui est sur la butte, dont personne ne parle, et qui va être voué à la démolition, vous avez des grandes fenêtres sur le paysage avec des vues atomiques. Donc c'est apprendre à regarder, partir du site pour construire le programme de mon point de vue. Voilà. Je prends cet exemple, je ne sais pas si c'est complètement lié à votre intervention, mais une autre situation, on va visiter un site absolument magnifique, comme on en verrait peut-être en Suisse, projet de lotissement sur un lac, incroyable. Et là, eh bien, l'élu, elle souhaite aménager un petit lotissement, mais sans aucune ambition, alors qu'il y a des contraintes énormes, c'est-à-dire que de la voie sur le terrain, il y a un dénivelé de 2 mètres. Donc si vous laissez ça au pétitionnaire, qu'est-ce qu'il advient? Des murets, des rampes pourries. Du coup, ils vont dépenser 70 000 € pour faire ça. Donc la maison, elle va être pourrie aussi, parce qu'ils auront déjà dépensé 70 000 € pour l'accès. Et voilà, donc c'est faire prendre conscience qu'à un moment donné, il faut se mettre en condition pour réussir le projet. C'est-à-dire, c'est pas interdire le lotissement, non, mais quelles conditions on met en place pour que ce lotissement il soit réussi et qu'il ne dégrade pas en fait le territoire. C'est du projet par projet, territoire par territoire, cas par cas, finalement. Chaque cas est unique et il faut partir des singularités du site, de mon point de vue, pour... voilà. Juste d'un point de vue concret, il y a l'OAP, c'est un outil, au final, qui peut être assez pertinent, justement, pour faire projet. C'était toute la démarche du ministère il y a une dizaine d'années, c'était pour un urbanisme de projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'urbanisme, ça se fabrique d'abord par des projets avant de se fabriquer à partir d'un règlement, et que les règlements, en réalité, étaient le reflet de projets. Donc ça revient un peu à ça. C'est-à-dire qu'on part d'un possible, de ce qu'un territoire peut permettre de faire, mais l'OAP sur des périmètres plus étroits permet d'aller un peu plus loin et dans la définition de ce que pourrait être un projet d'habitat, ou autre, d'ailleurs. Eh bien, justement, les visites qu'on a fait hier, juste pour rebondir, ça préfigure de possibles AOP qui pourraient s'appliquer sur ces situations que j'ai décrites tout à l'heure. Parce que, en fait, tout ça, ça va générer des droits à bâtir. Oui. Et donc, il faut qu'il y ait des arbitrages politiques pour savoir où est-ce on positionne les droits à bâtir. Voilà. Est-ce que c'est intéressant, par exemple, de consacrer 3 hectares pour faire des habitats légers de loisirs, alors que les droits à bâtir sont restreints, alors qu'il y a un patrimoine 20e qui est déjà là, sur R+3, donc 3 ou 4 étages. Ça n'a pas de sens. On pourrait ne pas artificialiser du tout, et du coup, ça réserve 3 hectares pour une autre situation. Merci. On va d'abord vous applaudir et vous remercier. Et je vais demander à Dominique Degoz de nous rejoindre pour quelques mots de conclusion. C'était pas ça, c'est parce que j'avais peut-être une... Hey, vous avez une question? Mais oui, alors allez-y. Alors votre question, et après installez-vous, et après on termine, parce que malheureusement on est un petit peu contraint par le temps, et on a encore un dernier élément au programme. Alors c'était pas vraiment une question, mais peut-être pour répondre à la remarque du dernier intervenant, je me disais aussi peut-être que dans l'élaboration des PLUI, des fois, les élus n'ont pas tous les outils ou toutes les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Ils sont accompagnés par un cabinet qui a été choisi, mais qui n'est pas forcément peut-être celui qui aura le plus d'idées pertinentes à vous proposer. Et là, je me disais que finalement, notre rôle du CAUE, c'était vraiment de donner aux élus des outils, des connaissances peut-être, ou les faire réfléchir pour leur apporter un maximum d'informations et qui vous permettent peut-être de travailler un PLUI au mieux, quoi, hein, voilà. Et donc, c'est à ce titre-là que je me disais que finalement, notre rôle était, je pense, important quand même dans ces rendez-vous qu'on vous propose. Voilà. Et donc, je tenais également, moi aussi, à remercier tous les intervenants.
parce que je crois que cet après-midi vous aura permis d'avoir quelques outils avec des exemples inspirants, je crois. Et peut-être penser que les programmes que, en tant qu'élu, on va mettre en œuvre, il ne faut pas toujours chercher peut-être de faire grand, mais de faire surtout avec une qualité architecturale qui renforce l'attractivité des territoires et se dire que nos territoires ruraux, ils ont vraiment des atouts qu'il faut absolument préserver et la qualité architecturale en est un des éléments. Alors pour finir, évidemment, donc, je vais vous rappeler notre prochain rendez-vous, donc le 6e, depuis que nous avons repris les rendez-vous. Ce sera une balade découverte à Escourse, dans le prolongement de cet après-midi. Voilà, vous pourrez découvrir les projets de la commune et on parlera de consommation foncière, de déchets, de performance énergétique, d'écoquartier et d'autosuffisance énergétique, travaillée par cette commune depuis plus de 15 ans. Le parcours sera commenté par des élus de la commune d'Escourse et par le CAUE également. Donc rendez-vous le 20 mars à 14h30 devant la mairie. Pensez à vous inscrire, à prendre des chaussures adaptées parce qu'il y aura une balade en extérieur, bien évidemment. Je voudrais également remercier particulièrement Philippe Larazé et l'équipe du CAUE pour nous proposer ces rendez-vous avec des intervenants de très grande qualité. Merci à Monsieur Tessou. Et voilà, je tenais aussi à le dire. Et voilà, bon retour à ceux qui nous quittent. Et maintenant, nous allons commencer la visite du bâtiment et on va peut-être redonner la parole à Philippe Sartre qui va nous guider. Merci à vous.